Bonjour à toutes et à tous. Et oui, l'hiver. L'hiver est déjà là. Avant, il y avait un truc qu'on appelait l'automne. Alors je crains pour les gelées, pour tous ceux qui ont des jardins. Et ceux qui cultivent. Donc, je vais commencer par remercier tous ceux qui sont venus au cours gratuit que j'ai donné pour mon anniversaire. Donc, merci à toutes, merci à tous. C'est toujours un moment agréable de rencontrer des gens qui viennent un peu partout pour montrer un petit peu, on va dire, ma conception de l'art martial, qui en fin de compte la conception que j'avais la première fois que j'ai entendu parler de l'art martial en 1970. Oui, en 1970, on parlait de l'art martial en général. C'était l'art d'utiliser la force de l'autre. Plus l'autre était puissant, plus nous, on avait des chances de gagner, puisqu'on utilisait sa force. On utilisait la force de l'adversaire. Et là, je vois à l'INSEP les gens qui font des entraînements très lourds d'haltérophilie, de powerlifting, voire d'explosivité. Ce qui dans l'art martial n'a aucun sens, mais comme ils font du sport, évidemment ça marche. Alors quand les gens ils me disent oui mais le MMA c'est un art martial, boxe thaï c'est un art martial, non, je suis désolé. Ce sont des sports, dépendant de fédérations sportives, où l'on s'entraîne comme on entraîne des sportifs, tout simplement. Je vais essayer de changer de côté, parce qu'on est en contre-jour. Voilà. Donc merci à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux aussi, ça c'est important. Pour entretenir l'amitié. Donc beaucoup sont des gens qui me suivent sur internet, par Facebook ou bien par YouTube. Et je remercie Ossine qui m'a fait un beau cadeau. Alors, il y en a d'autres, mais je ne sais pas s'ils veulent que je les cite, alors je vais pas parler de tous. Et puis Nourdine de Clermont-Ferrand qui lui m'a envoyé du bon miel d'Auvergne, ainsi que un joli couteau, sachant que je collectionne les couteaux. Il m'a envoyé un couteau Claude Dozorme, maître coutelier depuis 1902. Vous voyez, c'est comme les Layoles, pour moi ça fait partie de ces collections de couteaux, comment on peut dire, de style, les couteaux légendaires. Et merci beaucoup Nourdine, c'est très sympathique. Alors Nourdine devait venir en stage, devait venir à mon anniversaire, il a eu un empêchement, donc il m'a envoyé par Colissimo. Voilà, donc c'est pas trop tard, si vous voulez envoyer des cadeaux, c'est pas trop tard. Vous savez que je fais les collections de tout ce qui porte une lame, baïonnette, couteau, épée, tout ce qui est ancien aussi, tout ce qui a été traficoté. Vous savez, les baïonnettes coupées pour faire des couteaux qu'on avait en 14, des choses comme ça, tout ce qui est à système aussi, j'adore. Mais voilà, donc c'était juste pour remercier ceux qui m'envoient à la fois du miel, et c'est bien, parce que ça va être le moment là, de manger du miel avec le temps, parce qu'on n'a pas de transition. On n'a pas de saison de transition. Et là, c'est vraiment horrible quand on n'a pas de saison de transition. On passe du chaud au froid direct. Alors, je ne sais pas s'il n'y a pas une heure où il y a moins de voitures, parce que là, franchement... Voilà, donc vous devez peut-être vous demander pourquoi j'ai pas réagi. Charlie Hebdo, Marseille,
C'est-à-dire, voilà, j'étais tranquillement en train de fêter mon anniversaire. Et j'étais consacré à mes cours et à ceux qui étaient venus, à mes stagiaires. Et j'ai pas voulu, rentrer dans l'émotionnel négatif. Bon, c'est clair que Charlie Hebdo, combien de victimes, combien de morts, des terroristes super renseignés qui vont à l'ancienne adresse. Un gars qui dit avoir 18 ans, qui a une tête de 30 ans, mais qui dit avoir 18 ans. Et puis la police, ne peut pas vérifier. On sait que Lucie, il y a 2 500 000 ans, avait 25 ans, mais on ne sait pas le terroriste quel âge il a, quoi, avec son ADN. Bon, on laisse tomber, quoi, c'est du pipeau, quoi. C'est parti du grand cirque. Je vous avais fait une lecture l'autre jour qui parlait que tous les universitaires, les grands médecins, les grands professeurs avaient participé à l'élaboration des camps de la mort et de la politique nazie dans laquelle on se débarrassait des malfoutus. Là on est revenu, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que je viens de voir, on est revenu à se fermer les salles de sport, faire reconfiner les gens, fermer les bars où les gens pouvaient avoir des échanges conviviaux. Donc évidemment, c'est pas intéressant. Tiens, j'aurais dû passer par les bois. Pourquoi je suis passé par là, moi? Pourquoi je suis passé par là? Enfin bref, voilà, donc on est en train de retourner dans une sorte de politique où une certaine classe. Vous connaissez les rostrémières? Il y en a partout ici. Les rostrémières. Il y en a partout. Voilà, donc on revient à une certaine classe très scientifique, très froide, qui est en train de piquer au Rivotril tous les vieux, en train de refuser de soigner une certaine catégorie de personnes aussi. C'est dingue, hein. Et qui s'assure de jamais être jugé, de ne jamais se retrouver condamné à quoi que ce soit, quoi. Et puis tout ça pour nous balancer un vaccin en s'assurant que le vaccin sera obligatoire. Ils vont tellement nous faire chier que c'est nous qui allons demander le vaccin. Oui, c'est ça un petit peu le problème. C'est qu'ils arrivent à être tellement chiants, tellement... C'est comme si on nous torture et puis à la fin on dit bon c'est bon, allez tuez-moi, quoi. C'est à peu près dans ce style-là. Voilà, donc je suis assez inquiet pour cette histoire de confinement qu'on veut nous balancer en octobre ou décembre. Ou peut-être deux, il y aura peut-être 2 confinements. Donc ce que l'on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de vague. Voilà, ça c'est sûr. S'il y a une vague, elle est fausse. S'il y a une vague, elle est politique. Je pense que dans l'histoire des virus, on n'a jamais vraiment connu de deuxième vague de quoi que ce soit. Les vagues de grippe, c'est tous les ans et c'est jamais la même grippe. Alors souvent quand il y a des vagues, c'est-à-dire des épidémies qui surgissent à droite et à gauche, c'est souvent après une vaccination. Je sais pas moi, par exemple, une vague de polio, après une campagne de vaccination de polio, une vague de grippe, je sais pas comment on appelle ça, du cerveau, après une campagne de vaccination, tout simplement, à cause du mercure, à cause de l'aluminium. Toutes ces maladies qui surgissent, comme par hasard, parce que l'on inocule des virus à des gamins, quoi, ou à des vieux. Enfin, je vous ai expliqué déjà. Et c'est bizarre, c'est que j'ai vu une vidéo où quelqu'un confirmait ce que j'avais vécu en 76, 77, 78, c'est-à-dire la montée de cette vaccination de grippe, où on avait décidé que dans un EHPAD dans les Pyrénées, en plein hiver, il y avait eu, je sais pas moi, 7 morts. Alors aussitôt, allez hop, campagne vaccinale de la grippe. Oui. Après les gens ils me disent ouais mais tu dis ça,
franchement réfléchi pour les familles qui ont eu des morts. Alors je dis, ben, les familles, elles ont eu des morts, mais quand même, il y a plus de 80% où c'est des morts qui étaient en EHPAD. Donc il y a un moment que les familles, elles avaient, entre guillemets, abandonné leurs parents dans des EHPAD et qu'elles en avaient rien à foutre, entre guillemets encore. Donc voilà, ce seraient des gamins de 16 ans, 17 ans qui mourraient à l'appel. Ça se saurait. Hein. Donc quand on vous dit qu'il ne faut pas confondre la grippe avec le Covid, c'est vrai que la grippe, elle s'attaque aussi aux enfants, alors que le Covid ne s'attaque que aux personnes âgées pratiquement. Donc quand on vous le dit, hein, plus de 70 ans, plus de 85 ans, plus de 90 ans, avec des pluripathologies, avec des cancers, avec des obésités, avec des diabètes, avec des BPCO. C'est pas quelqu'un qui vient de fumer qui vient de commencer à fumer à 17 ans qui va choper le Covid. Hein. Et je pense que ça a été expliqué que la personne qui avait eu le Covid et qui était jeune, je ne sais plus, 12 ou voilà, il y avait quand même des facteurs de morbidité, sacrées anomalies quoi. Là je vais être emmerdé. Je vais couper là. Sinon je pourrais pas finir la vidéo. Voilà donc je suis un peu inquiet pour le fait qu'ils vont vouloir nous mettre encore confinés et de ce confinement, eh ben, on a commencé je ne sais plus quel médecin, je crois que c'est Toussaint, professeur Toussaint, qui dit que il y a 25 000 morts qui auraient pu être évités si on n'avait pas confiné. C'est-à-dire tous les gens qui subissaient des traitements et qui pouvaient être soignés, et tous les gens qui ne sont pas allés à l'hôpital parce que ils avaient peur d'être piqués au Rivotril, et tous ceux qui sont allés à l'hôpital et qu'on a renvoyés chez eux en disant écoutez, vous rentrez chez vous, de toute façon quoi qu'il arrive, hein, vous prenez de l'Iprane et puis ça va passer tout seul. Voilà, donc nous sommes d'accord. Je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'enfants, c'est pareil, sont morts aux États-Unis par manque de soins et tout ça à cause du confinement. Donc là, je viens de voir les réponses au gouvernement. Là. Je suis atterré, quoi. Je suis atterré. On nous dit, bah oui, mais l'Angleterre, elle a confiné, l'Espagne, elle a confiné. Ils font des... Enfin, pas confiné, ils ont fait des couvre-feux... je sais pas moi, la Norvège ou le Danemark a fait des couvre-feux. Voilà, donc la France et Marseille et Paris, ben, ils n'ont qu'à bien se tenir. Imaginez. Ça veut dire que si l'Angleterre fait un couvre-feu et que les gens sont assez cons pour l'accepter, eh ben on fait pareil à la France. Alors on commence par Marseille, après ça va être Nice, après ça va être Nîmes, Bordeaux, Poitiers, oui, ça va monter, ça va monter. Et petit à petit, encore une fois, la technique de la grenouille. On y va doucement. Alors, je suis un petit peu atterré. Mais bon, que dire de plus? Que dire de plus? Ayez de quoi manger. Petit à petit, faites des réserves quand même tranquillou, hein, sans vous affoler. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'effet nocebo, hein, c'est le contraire de l'effet placebo. C'est plus on dit aux gens qu'ils vont mourir parce qu'ils sont fatigués, qu'ils vont mourir parce qu'ils n'ont pas de médicaments, qu'ils vont mourir s'ils ne mettent pas le masque. Et à chaque fois qu'on dit ça, on crée des stress. Et comme disait le docteur Hammer, on crée carrément des cancers, quoi. Donc quand vous avez des gens qui meurent de chagrin, c'est ce principe-là. À force de leur dire qu'ils vont mourir, ils n'arrivent plus à se projeter dans l'avenir, ils font des dépressions. Certains se suicident, hein, voire de 30 à 40 ans qui se suicident. Il y a pas mal de jeunes aussi qui se suicident. Voilà, donc on se retrouve comme j'ai dit au début de la vidéo, dans l'Allemagne nazie au début, où on se débarrassait des plus faibles, ceux qui ont le moins de caractère, ceux qui ne veulent pas lutter, des vieux, des fragiles. Voilà. Et là, c'est pire, c'est qu'on les fragilise. C'est-à-dire que les gens n'ont pas décidé d'être fragiles, on les empêche de faire du sport, on les empêche d'aller dehors, on les confine. Et tout ça, ça va fragiliser un maximum et le système immunitaire, le système respiratoire et la personne. Ok, bon ben là je crois que les gens débauchent. Ils ont décidé de rentrer en avance.
Allez, gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Et surtout, tenez bon, faites des petites réserves de nourriture. Et puis, tenez bon, parce que vous savez que ça va nous tomber dessus. Allez, ciao. À très bientôt. Tenez bon, tenez bon, tenez bon.